Bonjour Robin. Salut Denise. Bonjour. Bonjour Ghislaine, comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ben oui, ça va bien. Content de te voir. Ben oui, moi aussi. C'est un sujet qui m'intéresse. Alors, je dis, tiens, je vais choisir cet atelier-là. Très bon choix. On va attendre Daniel Breton. Le CRA Laval est représenté par qui? Aucune idée. On inviterait les participants à ouvrir leur caméra, s'il vous plaît. Par Myriam Goulet. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles, bonjour Georges. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour J'ai ouvert Joseph. ma caméra, mais je la refermerai peut-être. J'ai des allergies printanières qui ont commencé ce matin, puis je me mouche aux 3 minutes, alors c'est pas très agréable peut-être pour vous. On comprend ça. On attend M. Daniel Breton qui devrait se joindre. Juste... Robin, tu peux-tu communiquer avec Julie puis lui dire que Daniel n'est pas là, s'il te plaît? Oui, ça va être fait. Merci de votre patience. Ah, okay. Je pense qu'on peut dire qu'on a eu une très belle présentation ce matin. Vraiment, très intéressant, très pertinent. On a un petit bug au niveau des salles. Ça devrait se résorber quand même assez rapidement, je vous dirais. Ouais, c'est ça, Je te donne un Daniel. petit peu. Daniel, il est pas dans la grande salle, fait que Julie, elle peut pas le transférer dans notre salle. Elle va essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut faire, là. Ça sera pas long. Je suis désolé, moi, je peux pas vraiment vous aider là-dedans. Moi, je ne le vois plus nulle part. Moi, je regarde dans les salles. OK. Bon. Salle 2. Je cherche s'il ne serait pas allé se mettre dans la mauvaise salle, là. Quel est son nom? Daniel Breton. Non, je ne le vois pas dans les autres salles. C'est ça, je regarde. Mm-hmm. Bon. OK. Robin, est-ce que tu as un plan B? Ou on part avec les questions pour on tente d'y répondre nous-mêmes? On peut essayer ça. Si vous avez des questions, on va essayer de On a répondre. des questions qui étaient... Oui, on peut commencer comme ça. Malheureusement, Daniel n'est pas là, comme vous pouvez le constater. Ça devait être comme la personne devait se joindre à la salle. Mais est-ce que, suite à la présentation de Daniel Breton, est-ce qu'il y a des questions qui ressortent ou des éléments là, que vous aimeriez éclaircir un peu plus? Gilles, Moi, tu je vais devrais être avoir une plus être à question. l'écoute
parce que j'étais déjà dans une autre conférence avec des amis français, des collègues français en fait. Alors, je n'ai pas pu tout avoir, mais je me suis jointe au groupe par intérêt. Alors, je vais plus être à l'écoute et peut-être les questions suivront. D'accord. Georges, Gilles. Trouve ton micro, Gilles, s'il te plaît. Voilà. Dis-moi, j'ai constaté avec plaisir que M. Breton nous a apporté une grande quantité de chiffres. Alors, il chiffrait ses affirmations, ce qui est très bien. Et puis, c'est un peu surprenant, toute la quantité de... Je ne mets rien en doute, tout est sans doute très vrai, mais c'est une bonne présentation qui nous amène à réfléchir rapidement au problème de l'électrification des transports, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, j'ai peu de choses à rajouter là-dessus. Ce que je sais, c'est que maintenant, en tout cas dans mon esprit, c'est clair que c'est peut-être encore plus urgent qu'avant de faire une transition rapide au niveau des transports. Et puis, il faut trouver un moyen que cette transition-là soit évidente pour tous et pour tous les Québécois. Et pour l'instant, malheureusement, je pense que ce n'est pas évident pour beaucoup de monde. Alors, il faudrait essayer de faire passer le message. Je ne sais pas comment, c'est pas moi, je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais ce serait plus au niveau du gouvernement qu'il faudrait agir, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais... Il y a Justine qui a une question. Ben, en fait, c'est un commentaire, là, le peu que j'ai entendu. Puis, dans tout ce qu'on lit récemment, je trouve que ça a fait un grand bond de conscientisation au niveau de toute la population. C'est plus rare maintenant que quand on pense à un prochain changement de voiture, qu'on se pose la question au moins. Est-ce qu'on va vers l'électrification? Ce qu'on ne faisait pas spontanément, c'était plus un certain groupe de personnes hyper convaincues, alors que ça rejoint plus de personnes. Moi, je regarde dans ma famille, tout le monde s'est posé la question. Ils n'ont pas tous été capables de le faire, mais c'est déjà beaucoup. Nous, on se pose la question, la prochaine auto, dans 2 ans, 3 ans, peut-être. Tu sais. Alors, je trouve que ça a fait un grand bond en peu de temps. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de pas à faire à tous les niveaux, mais il y a déjà un petit pas de franchi, je trouve, qui est, où on a des éléments visibles, concrets. C'est mon premier commentaire. Là, j'ai des mains levées. Je tente de voir dans le chat, puis je vois des gens. Il y a Georges Berbery, il y a également Denise et je viens de voir Barthélemy Boisguérin. Je ne sais pas dans quel ordre, Georges ou Denise, lequel a levé sa main en premier. Georges en premier. Georges, bon, ben Georges, si tu peux y aller. Moi, je voulais simplement rajouter sur ce que M. Côté a dit. Il me semble qu'actuellement, du point de vue gouvernemental, il devrait y avoir un genre de secrétariat ou éventuellement une entité qui devrait être créée afin de jumeler les efforts des différents ministères qui sont en train de travailler pour la mobilité durable et l'électrification. Je ne sais pas ce que tu vois. D'un certain côté, et tu le sais très bien, Joseph, dans la Naudière, tu as le ministère des Ressources et Énergie, l'énergie naturelle, tu as bien sûr le transport, tu as l'environnement. Je pense comme quoi il devrait y avoir une cohésion et il devrait y avoir un guichet unique afin de mettre en place, bien sûr, ces gros projets comme M. Breton nous les a bien sûr présentés. Il y a une certaine ironie dans la région de la Naudière, hein, parce que Daniel Breton nous a dit ce matin qu'on avait le plus grand vendeur de voitures électriques au Canada, ce qui est tout à fait vrai. Et ironiquement, on a aussi le plus grand vendeur de camions au Canada, à Berthierville. Donc, il y a une certaine ironie là-dessus. Puis, la pandémie entraîne aussi que les gens veulent... on est comme pris de rester au Québec, donc les gens vont acquérir un camion parce qu'ils veulent aller faire du bateau, parce qu'ils veulent tirer une roulotte, parce que... Fait que tant qu'on n'aura pas rendu des véhicules puissants et accessibles qui sont électriques, ça va être difficile. Il y a des bateaux électriques qui s'en viennent et tout ça, mais il y a comme un pas qui nous reste à faire.
Il y avait Denise aussi qui voulait parler. Juste baissez vos mains quand vous avez terminé, si c'est possible, s'il vous plaît. Moi, j'ai été interpellée par une de ces derniers commentaires. Quand on va, on aime la région de la Nodière, c'est vrai. Quand on a des propriétés dans le Grand Nord, dans le nord de la Nodière, qu'est-ce que c'est qu'on entend? C'est les VTT, c'est les motoneiges, c'est les sidous. Alors, écoutez, on peut bien se cacher la tête dans le sable, mais un des plus gros réseaux inside, je vous dirais, intra-forestier, c'est dans la Nodière. Moi, ça fait plusieurs années que je suis au courant qu'il y en a, là, des véhicules électriques. Maintenant, là, c'est peut-être au niveau de la promotion. Puis le dernier que BRP vient de sortir, hyper performant, hyper dispendieux. Ça, moi, ça m'a vraiment parlé parce que j'en parle autour de moi où est-ce que j'ai mon chalet à Jersey. Puis, je pense qu'il n'y a pas un moment où j'en parle pas là, de cet aspect-là. Et c'est dans ces détails-là, quand on dit le diable se cache dans les détails, il faut savoir à qui on s'adresse. Et tout à l'heure, Joseph t'a parlé du plus grand concessionnaire de pick-up. Ça donne qu'on est un territoire agricole aussi. Alors, à qui on doit s'adresser aussi? On doit s'adresser pas à ceux qui sont convaincus, mais à ceux qui utilisent. Donc, les agriculteurs, leur offrir une assurance qu'avec un véhicule électrique, ils vont être confortables puis ils vont être capables d'aller de l'avant. Je pense qu'il faut prendre en compte la clientèle qui réside sur le territoire. Et il me semble que ça commence là. C'est important pour ça. Tout à fait. Voilà. Il y a Julie du Conseil régional de l'environnement qui veut s'adresser à vous. Puis ensuite, je prendrai Myriam et Aline, si ça vous va. Bonjour à tous, je suis vraiment désolée. Alors, on a perdu M. Breton en cours de route. On essaie de le rejoindre, on essaie de l'appeler, on essaie de lui envoyer des courriels. On n'a pas de nouvelles jusqu'à maintenant. Donc, vous avez le choix. La discussion semble vraiment animée et intéressante ici, donc vous pouvez la maintenir sans aucun problème. Sinon, vous pouvez aussi aller vous répartir dans les autres pièces. Puis, je pourrais, si M. Breton revient, aller le signifier dans les autres pièces aussi qu'il est revenu si jamais vous vous dispersez. Donc, c'est libre à vous. On vous offre la possibilité, mais on attend M. Breton, l'a perdu. Désolée. Merci, Julie. Donc, il y avait Myriam. Oui, ben en fait, ma question était pour M. Breton, mais peut-être qu'avec la gang de tête qu'on a en ce moment, on pourrait y répondre. Je me demandais s'il y avait un potentiel, en fait, si c'était nécessaire de faire un peu ce qu'ils ont fait en Ontario, un centre d'éducation des véhicules électriques à Toronto qui s'appelle Plug and Drive. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Plug and Drive. C'est comme une espèce de concessionnaire, mais où ça rassemble tous les différents modèles de véhicules électriques qui sont vendus à travers la région pour que les gens puissent les essayer, les comparer, faire leur petit magasinage, mais en une seule place, à la place de faire 6 concessionnaires, se déplacer entre chacun, puis avoir le pitch de vente en même temps aussi là, pour des vendeurs. Donc, ça leur permet de connaître les véhicules électriques. C'est un centre d'éducation, un centre d'essai. Puis ça fait quand même plusieurs années que ça existe à Toronto. Je me demandais si on avait un besoin au Québec, ça serait pratique d'avoir ça au Québec. Puis ensuite, c'est ma question. Je ne sais pas si vous connaissez ça, parce que maintenant, il y a des cibles qui sont déjà très précises, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine? C'est ça ma question. Barthélemy, je pense qu'il y a un début de réponse, peut-être. Ouais. Allez-y. Oui, puis éventuellement, après ça, une autre intervention plus générale, mais plus par rapport à ce que tu dis, Myriam, si on peut se tutoyer. Ça paraît super intéressant, ça, à Toronto, effectivement. Par contre, c'est un endroit localisé. Si on pense à une grande communauté urbaine, là, ça pourrait être dans le coin de Montréal, mais c'est sûr que ça servira moins les gens de la Naudière, du Saguenay ou de la Gaspésie. L'AVEC joue un rôle super important dans ce sens-là au Québec, déjà aujourd'hui.
C'est pas une bâtisse à un endroit avec tous les modèles disponibles en tout temps. Par contre, dans toutes les régions administratives du Québec, il y a des équipes régionales de l'AVEC qui vont organiser des événements du mois d'avril au mois d'octobre avec une panoplie, une variété de véhicules électriques disponibles, de l'information sur chacun de ces véhicules-là, des possibilités de faire des tests routiers. Donc, je trouve qu'avec l'AVEC, on est assez bien outillé de ce côté-là au Québec. Ça pourrait être complémentaire. Ça ne veut pas dire que ce ne serait pas une bonne idée d'avoir quelque chose qui ressemble à… C'est plug and drive, tu disais? Oui. Oui. Donc… Puis l'AVEC tient aussi des sessions où ce que les gens peuvent essayer, où ce que des gens qui sont propriétaires d'un véhicule électrique peuvent se rejoindre à un endroit, mettons, lors d'un événement, et les gens peuvent essayer le véhicule. Là, c'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est un petit peu plus délicat, mais quand on va redevenir à une vie normale, ça pourrait être envisageable. Et les salons de véhicules électriques de Montréal, Québec et Saint-Hyacinthe aussi permettent de faire des centaines d'essais toute la fin de semaine que ces événements-là durent. Donc, répartis aussi géographiquement un petit peu au Québec, là. Merci beaucoup. Il y avait Aline. Oui, j'étais curieuse de savoir, Barthélémy, tu travailles dans quoi? Dans quelle organisation? J'aimerais ça travailler en mobilité durable, mais ce n'est pas le cas du tout. Moi, j'ai habité longtemps à Montréal. J'ai étudié en Mauricie, j'ai habité longtemps à Montréal et travaillé dans le milieu du web, des technologies numériques. Là, je suis de retour à Mauricie depuis la dernière année. Puis je suis directeur régional pour l'AVEC pour la Mauricie là, depuis 3 ans. D'accord. Et intéressé à l'électrification des transports et à la mobilité durable là, depuis plusieurs années. Très bien, merci. Donc moi, je suis avec mon chapeau du Centre de gestion des déplacements de l'Est de Montréal et Lanaudière aujourd'hui. Il y avait M. Berbéry qui se demandait s'il pouvait y avoir une instance peut-être qui regrouperait le tout puis qui permettrait d'enlever les silos. C'est ce que veut faire, je pense, un peu le ministère des Transports avec sa politique de mobilité durable, puisque tous les ministères touchés sont autour de la table pour la politique de mobilité durable. Bon, je ne sais pas si les résultats vont être là, mais la volonté, en tout cas, a été mise par cette politique de mobilité durable pour votre information. Puis quand même aussi, le ministère de l'Environnement a ce mandat aussi d'aller regrouper tous les ministères avec cette connotation environnementale. Donc, je dirais que le ministère des Transports et le ministère de l'Environnement et la lutte au changement climatique sont pas mal les deux ministères touchés par tout ça. Ensuite, quand même, dans la politique de mobilité durable, il y a des cibles assez, j'allais dire culottées, mais je ne vois pas comment on va réussir à les atteindre pour le moment. Personnellement, je regarde aller et je pense qu'on met beaucoup d'incitatifs, mais peu de coercition. Je pense que quand on est élu, c'est difficile de mettre de la coercition, mais en même temps, si on met l'incitatif en parallèle, ça aide à faire passer la pilule. Puis, ça va faire en sorte qu'on va changer les choses parce que souvent, dans le mandat présent, il n'y a rien qui va changer si on met des incitatifs. Mais dans un prochain mandat, qui ne sera peut-être pas le nôtre si on était au gouvernement, ça va être la coercition qui aura vraiment fait en sorte que les cibles vont être atteintes. Donc, je pense qu'il y a comme un changement de paradigme à avoir par rapport à tout ce qui est mobilité durable. On peut être dans l'incitatif, puis je pense que c'est bien, mais selon moi, il y a de la coercition à avoir. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont comme un peu plus obligées d'avoir des pick-up, mais je voyais, je ne sais pas si la personne est dans cette salle, elle avait une question pour Daniel Breton en disant, quand on veut déplacer avec une petite famille, c'est mieux d'avoir peut-être des véhicules d'un peu plus grosses. C'est Daniel Aucoin, il n'est pas dans la salle. Ah, d'accord. Mais en tout cas, moi, j'ai plusieurs personnes que je connais qui résident dans les régions et qui ont des petites familles, puis qui n'ont pas eu le besoin. En fait, c'est ça. C'est une fois qu'on l'a, on trouve tous les avantages que ça peut avoir, le VUS. Mais malgré tout, avant ça, on n'en avait pas, puis on se débrouillait quand même. Là, donc, c'est de trouver aussi, Denise, tu disais les bons publics cibles. Je pense que ceux qui en ont vraiment besoin, oui, bien les orienter, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas réellement besoin, mais qui se créent des besoins.
il va falloir aussi mieux les informer sur l'impact et sur les autres alternatives parce qu'il y a comme un changement à avoir. Puis c'est là où la coercition, je la trouve importante, c'est que si on imposait une taxe sur les VUS ou s'il y avait quelque chose d'un peu plus musclé pour pouvoir atteindre nos cibles, ça aiderait vraiment beaucoup, là, en effet. Il y C'était plus un a... commentaire. Merci. Il y a Robin qui veut intervenir. Oui, dans le fond, je veux faire un peu du pouce sur ce qu'Aline a dit. C'est sûr que les incitatifs, c'est intéressant pour atteindre des objectifs, atteindre des cibles, mais c'est intéressant sur beaucoup plus de points de vue que ça. Avoir des incitatifs, ça fait que tu as plus de monde qui vont acheter des véhicules électriques ou des véhicules hybrides rechargeables. Ça fait que les compagnies, les producteurs d'automobiles, les grosses compagnies, ils en mettent plus sur le marché. Ils augmentent la capacité du véhicule, ils augmentent le kilométrage, mais ils diminuent les coûts, les frais diminuent. C'est vraiment, ça aide vraiment à mettre en branle la patente, si on pourrait dire, puis qu'éventuellement, ça devienne plus accessible. Même présentement, c'est difficile d'avoir un véhicule électrique abordable parce que c'est tous des véhicules qui sont haut de gamme, sièges chauffants, miroirs chauffants, gros écran tactile, le cinéma maison. C'est rendu ça. Tu peux pas avoir mettons, une Toyota Tercel électrique, ça n'existe pas. C'est tout le temps. Non, mais on peut commencer à avoir des Leaf électriques à 12 000 15 000 des Spark. Ça existe quand même dans l'usage. Oui, ça existe, mais c'est vraiment un petit marché, des petites autos, puis il n'y en a pratiquement pas. Dans le choix, il n'y en a pas beaucoup. Oui, la Spark, la Leaf, moi, j'ai une Leaf 2016 que je n'ai pas payé cher. Je veux dire, oui, ça, dans le seconde main, dans l'usager, il y en a. Mais c'est plus rare, plus difficile à trouver. Quelqu'un qui veut s'acheter un véhicule électrique neuf, bas de gamme, ou d'entrée de gamme, c'est quand même avec les incitatifs, c'est quand même 30 000 là, au moins. Là. Fait que, mais en ayant un incitatif, ça fait que la technologie augmente, les coûts diminuent. Fait qu'éventuellement, ça va devenir beaucoup moins dispendieux que les véhicules à combustion. Les véhicules électriques sont souvent, aux yeux des personnes qui achètent des véhicules à moindre coût, beaucoup plus équipés, mais pour une raison super simple, c'est que lorsque tu as les sièges chauffants, tu vas moins utiliser le chauffage du véhicule. Donc, ça fait que ton autonomie est augmentée, puis c'est un des éléments qui font que les gens sont réfractaires à faire le saut vers un véhicule électrique. Donc, le volant chauffant, ce n'est pas un produit de luxe dans un char électrique, c'est vraiment parce que sinon, tu vas te geler complètement. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Puis si on regarde ce qui s'en vient en termes de véhicules électriques, juste la Bolt, elle va baisser d'environ 6 000 $ au niveau du coût d'acquisition en 2022 par rapport au modèle de 2021. Puis moi, j'aurais une question. Je regarde la Norvège, qui est quand même un pays nordique. 50% des voitures vendues en Norvège sont électriques. Pourquoi on ne réussit pas à atteindre ça ici au Québec? Des incitatifs beaucoup plus grands là-bas, des stationnements gratuits pour tous les véhicules électriques. Et à l'inverse, non seulement il y a des incitatifs pour l'achat qui sont encore plus généreux qu'ici, mais des taxations supplémentaires pour les véhicules traditionnels. Donc, l'écart devient beaucoup plus grand. Ça devient plus avantageux qu'ici encore de passer à l'électrique là-bas. Quand vous dites un véhicule traditionnel, on parle d'un véhicule à essence? Oui, c'est ça, oui. Parce qu'ici au Québec, mettons, tu as un véhicule qui a un moteur plus gros que 4 litres, tu vas payer un supplément au niveau de ton immatriculation. Ouais. Donc, Ford, ce qu'ils ont fait avec les pick-up, pour ne pas les nommer, ils ont fait des V6 de 3,3, 3,6 litres. Fait que comme ça, il n'y a pas de coût supplémentaire lorsqu'on fait l'acquisition d'un pick-up. Alors que GM sont encore dans le 5,3 litres, mais viennent de sortir un pick-up, un gros, avec un 4 cylindres de 2,7 litres. Fait qu'encore une fois, tu as un gros véhicule sur la route, mais tu ne payeras pas de supplément. Tu vas payer le même prix que pour la Tercel. C'est carrément ça. Là. Fait qu'ils tentent de rendre les moteurs plus performants, mais on s'en va vers une électrification, mais
peut-être pas assez vite. Est-ce que si on rajouterait du 13 000 à un autre 5 000, ça ferait-tu que les gens en achèteraient plus? Ou il y aura encore peur parce qu'il n'y a pas assez de bornes? Parce que je ne sais pas, c'est quoi les craintes qui font que les gens ne font pas le saut? Ben, tu sais, l'autonomie, ça stresse beaucoup le monde. Tu sais, en fait, tous ceux qui ont des véhicules électriques, les premiers mois, tu fais vraiment de l'anxiété des kilométrages. Tu sais, vas-tu être correct? Je vais être correct? Comme il reste juste 15 km, ouais, mais parce qu'il te reste 3 km avant de te rendre à la maison. Tu sais, n'as pas d'affaire à angoisser. Tu sais. Mais la majorité des gens ne réalisent pas que dans 95% de leur trajet, ils n'auront pas besoin de plus que leur autonomie de leur voiture. C'est dans 80, à moins que ça soit quelqu'un qui travaille sa route ou, tu sais, la femme de mon cousin, elle a des résidences pour personnes âgées, mais elle, quand elle passe et elle fait sa tournée de ces 5 résidences, elle a besoin de 300 km d'autonomie. Fait que, tu sais, ça, c'est différent. Mais, Ce sont des cas particuliers, c'est pas la masse. Mais monsieur, madame, tout le monde, même 95% du temps, tu vas te brancher chez vous. Tu n'as pas besoin de te brancher, de faire même pas 95%. 95% de tes trajets, tu n'as pas besoin de te recharger pour compléter ton trajet, pour faire l'aller-retour. Ils sont inférieurs à 100 km. Exactement. Moi, j'aurais un point, si je peux permettre mon point initial, dans le fond, pour lequel je voulais intervenir. Si on revient au thème plus général là, de la matinée, qui est la mobilité durable, puis en lien avec l'électrification des transports, mais c'est parce que les enjeux sont tellement différents, je trouve, pas je trouve, là, mais c'est établi là, entre les zones très urbaines et les zones plus rurales. À Montréal, un couple ou une famille, ça va être souvent, on va avoir un seul véhicule, voire zéro. C'est faisable. Il y a des familles qui le font. À l'extérieur, en région, plus éloignée, même quand on parle de village ou plus à la campagne, on va avoir des fois, à une adresse, on va avoir minimum 2 véhicules, mais ça va pouvoir être 3 si on rajoute le pick-up, 4 ou 5 si on rajoute les autos des enfants. Puis ça, parce que dans le fond, l'électrification des transports, c'est le fun. Si on parle des véhicules personnels, remplacer des véhicules à essence par des véhicules électriques, c'est probablement une bonne chose. Mais il y a aussi un gros effort de conscientisation à faire sur la taille des véhicules. Puis ça, on en a parlé un petit peu tantôt, tout ce qui est de l'adoption de plus en plus importante de tout ce qui est pick-up, VUS, qui n'est pas toujours justifié. Donc ça, c'est la taille des véhicules, mais aussi le nombre de véhicules. Et le parc automobile continue de grossir plus vite que la population. Puis ça, c'est clairement un enjeu. Même si on disait que tous ces véhicules-là deviennent électriques, on n'a pas réglé le problème de l'agrandissement du parc de véhicules. Puis oui, un véhicule électrique, ça a une empreinte environnementale moins grande qu'un véhicule à essence, mais ça a quand même une empreinte environnementale. Donc, c'est bien meilleur, mais ce n'est pas suffisant, puis ce n'est pas une solution en soi. Donc, moi, je suis pour l'AVEC et je fais la promotion des véhicules électriques depuis des années. Là. Donc, je suis loin de dire que c'est une mauvaise chose, mais ce n'est pas suffisant. Et je me pose la question, c'est quoi les stratégies en région, dans les milieux ruraux, pour sensibiliser la population, pour faire ce shift de comprendre que le nombre de véhicules, c'est un enjeu, que la grosseur des véhicules, c'est un enjeu. Puis, ce n'est pas à Joliette qu'on va aller creuser des tunnels pour installer un métro qui va desservir toute la région et qui va pouvoir éviter aux gens qui habitent en campagne d'avoir des véhicules. Donc, on n'a pas le choix d'avoir des véhicules quand on vit à l'extérieur des centres vraiment urbains. Mais c'est ça, je me demande, la mobilité électrique à l'extérieur des grands centres, c'est quoi? On fait quoi avec ça? Oui, on peut remplacer nos véhicules par des véhicules électriques, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une réponse à ça. J'ai Gilles Côté et Denise Trudel qui veulent intervenir. Gilles? Oui, ben moi, j'aimerais amener la discussion un peu sur la question de l'offre. On en a un peu parlé, l'offre des manufacturiers présentement en termes de véhicules, parce que, bon, admettons le fait qu'il y a encore lieu d'avoir des véhicules individuels ou des petits véhicules et non pas seulement du transport en commun. Alors, si ce fait-là est établi, puis on regarde les types de véhicules qu'on nous offre, je pense que l'offre des véhicules électriques est très déficiente par rapport à l'offre de tous les autres types de véhicules. L'autre type, les véhicules à essence ou diesel, peu importe. Alors, et cette offre-là, finalement, nous est présentée par les manufacturiers
dans leur campagne de publicité. Et si on regarde présentement la publicité que ces gens-là font dans les médias, il y a Équiterre dit, sans doute avec raison, qu'il y a 80% de la publicité qui est faite sur de gros véhicules, des camions et des VUS. Donc, je pense que là, le gouvernement peut mettre le doigt sur un levier de coercition en disant qu'on va régler ou faire un règlement sur la nature des publicités qui sont présentées dans l'offre qu'on donne aux consommateurs de véhicules. Et puis, bon, c'est pas compliqué à faire. On le fait pour la cigarette, on le fait pour toutes sortes de choses. On peut le faire pour les véhicules automobiles, étant donné que les véhicules à essence nous empêchent d'atteindre nos objectifs en termes de réduction de GES et que ça constitue un élément fort dans l'augmentation des changements climatiques. Je pense qu'on aurait raison de remonter là-dessus. Bon, moi, je dis qu'on devrait pousser y aller dans le sens de la récente campagne d'Équiterre sur la question de la publicité. Un élément de plus. Merci, Gilles. Il y avait Denise Trudel aussi. Je veux juste dire, il reste environ 2 minutes. Là, fait qu'il faut faire ça. Merci, Robin. Bon, ben écoute, Gilles, moi, je suis tellement d'accord avec toi. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a eu, mettons, pour la ségrégation, les pertes de couleurs, il y a des qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une chose. Une autre chose que je voulais dire, c'est que, de mémoire, en tout cas, Angela, Robin, vous me corrigerez, mais au Conseil régional de l'environnement, on a fait des conférences au niveau des cégepiens et des gens du secondaire. Parce que quand on parle d'éducation, il faut cibler les jeunes. Et nous, on s'est rendu compte dans la Nodière que ces jeunes-là ont des grands... mettons, on va parler plus de l'Assomption. Il y a 80%, dans l'Assomption, ça a été reconnu que 80% du transport des autos solo aboutissait au cégep.